soit 33 ans à porter cette famille sur mes épaules, 73 ans à donner tout ce que j'avais. Et voilà comment il me remercie. Maman, tu restes à la ferme. Il faut bien que quelqu'un s'occupe du jardin. David m'a dit ça ce matin, avec ce sourire hypocrite qu'il a hérité de sa femme. Amber se tenait là, dans sa nouvelle robe rouge, me regardant comme si j'étais un simple employé. Et sa mère, Catherine, avec ses lunettes de soleil hors de prix, vérifiant son téléphone comme si je n'existais pas. Ce n'est que pour une semaine, Madame Margaret. Vous comprenez ? A-t-elle murmuré sans lever les yeux. Seulement une semaine. Comme si planter et arroser était un jeu. Comme si ces 73 années n'avaient servi à rien. Je les ai regardés monter dans la voiture, leurs valises remplies de vêtements que j'avais lavés et repassés, les serviettes que j'avais pliées, les chaussures que j'avais nettoyées. Ils sont partis pour la côte afin de dépenser l'argent que cette terre produit, pendant que je reste ici, sous ce soleil brûlant, les mains dans la terre qu'ils croient leur appartenir. Mais alors que la poussière soulevée par la voiture retombait sur la route, alors que le silence envahissait cette maison vide, le téléphone de la cuisine sonna, un son qui trancha l'air comme un couteau. C'était la banque. Madame Margaret, nous devons confirmer certaines transactions urgentes, dit la voix à l'autre bout du fil. Mon cœur s'est arrêté, non pas de peur, mais à cause de quelque chose de plus profond, d'un soupçon qui avait grandi comme une mauvaise herbe dans ma poitrine. « Oh, quel genre de transaction ?» ai-je demandé, même si je savais déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Votre fils, David, a tenté d'effectuer un virement de 50 000 $ ce matin. Il y a également eu des tentatives pour changer le titulaire de plusieurs comptes. Comme vous êtes la titulaire principale, nous avons besoin de votre autorisation. L'argent que nous avions économisé en vendant le bétail le mois dernier. L'argent qui devait servir à réparer le toit de la maison, à acheter les médicaments dont j'ai besoin, à assurer la continuité de la production de cette ferme. Je n'autorise rien, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais même pas moi-même. Bloquez tout immédiatement. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée debout dans cette cuisine où j'ai préparé des milliers de repas pour une famille qui me considère comme une nuisance. Les murs jaunes que j'avais peints il y a 10 ans semblaient désormais être les témoins silencieux de tout ce que j'avais enduré en silence. Ce soir-là, alors que j'arrosais les tomates et la laitue qu'ils mangeraient à leur retour, mon téléphone a vibré. C'était David. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec les cartes ? On ne peut pas retirer un seul centime. On ne peut rien payer. » Sa voix semblait désespérée, presque hystérique. J'entendais Amber crier en arrière-plan et Catherine jurer avec ce ton élégant qu'elle utilise quand elle pense que personne ne l'écoute. « Maman, tu es là, tu es là ? » Réponds-moi. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la terre humide et les fleurs de jasmin que j'avais plantées il y a 20 ans, quand je croyais encore que cette famille m'appréciait. Je suis là, David. Hand, calme-toi. Nous sommes coincés dans cet hôtel. Nous ne pouvons même pas payer la note. Qu'as-tu fait ? Ce que j'ai fait, comme si protéger mon propre argent était un crime. Comme si je n'avais pas le droit de décider de ce qui m'appartient de droit. J'ai fait ce que je devais faire, mon fils. Mais maman, c'est une urgence. Nous avons besoin d'argent. Une urgence. Leurs vacances à la plage étaient une urgence, mais mes médicaments, pour la tension artérielle, ne l'étaient pas. La fuite dans le toit, au-dessus de mon lit non plus. Les dépenses de la ferme qui fait vivre toute cette famille non plus. La seule urgence ici, David, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux. J'ai mis fin à la conversation à ce moment critique. J'ai travaillé toute ma vie pour cette famille. J'ai sacrifié mes rêves, ma jeunesse et ma santé. Et maintenant, je découvre qu'ils avaient l'intention de me prendre même la dernière chose qui me restait. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Quelque chose que j'ai découvert il y a 3 jours, quand Hélène, ma voisine, est venue prendre le café et m'a raconté ce qu'elle avait entendu en ville. Quelque chose qui change tout. Cette histoire ne fait que commencer.
Il y a 3 jours, Hélène est venue me rendre visite, comme elle le fait tous les après-midi. Elle apporte toujours sa tasse préférée, celle en céramique blanche avec des fleurs que je lui ai offertes l'année dernière. Elle s'est assise dans le fauteuil à bascule sous le porche, celui où mon défunt mari avait l'habitude de lire le journal. « Margaret », m'a-t-elle dit de cette voix douce qu'elle utilise lorsqu'elle a quelque chose d'important à dire. « Je dois te raconter quelque chose que j'ai entendu en ville. J'étais en train d'éplucher des oranges pour faire du jus, mais quelque chose dans son ton m'a fait arrêter mes mains. Les écorces sont tombées sur le sol comme de petits soleils flétris. « Qu'y a-t-il, Hélène ?» Elle regarda vers la route, comme si elle craignait que quelqu'un nous entende. « Hier, j'étais au cabinet d'avocat du vieux monsieur Henderson. J'étais allée renouveler les papiers de ma propriété, tu te souviens ? Et pendant que j'attendais, j'ai entendu Amber parler au téléphone. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Amber au cabinet d'avocat. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle parlait à quelqu'un de la vente de la ferme. Margaret. Elle a dit qu'ils avaient déjà un acheteur, qu'ils devaient juste te convaincre de signer des papiers, qu'ils allaient te dire que c'était pour renouveler l'assurance. Les oranges roulaient sur le sol. Mes mains tremblaient comme des feuilles dans une tempête. Tu es sûre de ce que tu as entendu ? Aussi sûre que je m'appelle Hélène Marie, et il y a plus. Elle a aussi mentionné quelque chose à propos de changer les comptes bancaires au nom de David. Elle a dit que c'était plus pratique pour une femme de ton âge. Et puis, Margaret, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit qu'après la vente, ils allaient t'emmener dans une maison de retraite en ville et qu'ils avaient déjà mis de côté l'argent pour la payer. Une maison de retraite, comme si j'étais un vieux meuble qui ne servait plus à rien. Comme si ces 73 années de vie ne valaient rien. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée dans mon lit, à fixer le plafond qui fuit quand il pleut, en repensant à toutes les conversations étranges des derniers mois. Les moments où Amber et Catherine se taisaient quand j'entrais dans le salon. Les coups de fil chuchotés, les papiers qu'elle rangeait rapidement quand je m'approchais. Je me suis souvenue quand Amber est venue il y a 6 mois avec ce dossier vert, insistant pour que je signe des documents d'assurance que j'avais signés sans les lire, leur faisant confiance comme une idiote. Que contenaient vraiment ces papiers ? Tout s'expliquait maintenant. L'insistance de David pour que j'aille à la banque mettre à jour mes informations. La pression constante pour que je leur donne le pouvoir sur mes comptes au cas où il m'arriverait quelque chose. Les visites fréquentes de Catherine, qui auparavant me parlait à peine, mais qui venait maintenant avec des gâteaux achetés en magasin et des sourires factices. Je me suis levée avant l'aube et j'ai parcouru toute la ferme. J'ai touché chaque arbre que j'avais planté. Les avocatiers que j'avais plantés quand David avait 10 ans, les manguiers qui avaient grandi avec lui. Le jardin où j'avais appris à ma petite fille à reconnaître les plantes avant qu'Amber ne décide qu'il était trop dangereux de la mener ici. Cette terre porte mes empreintes à chaque mètre. Ma sueur a arrosé chaque sillon. Mes larmes ont nourri chaque graine. Et il voulait peut-être me l'enlever comme on enlève un jouet à un enfant. Le lendemain, très tôt, je me suis rendue chez Hélène. Ses poules se caquetaient dans la cour et une odeur de bois brûlé s'échappait de sa cheminée. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un endroit où je me sentais en sécurité. Sa petite cuisine sent toujours la cannelle et le café fraîchement moulu. Hélène, je pense que je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a versé du café dans cette tasse à fleurs et s'est assise en face de moi. Ses yeux, de la couleur du miel vieilli, me regardaient avec une compréhension que seules des années d'amitié sincère peuvent donner. « De quoi as-tu besoin, Margaret ? Je dois aller à la banque aujourd'hui et chez l'avocat aussi. Mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à revoir tous les papiers que j'ai signés récemment. » Nous sommes retournés chez moi et nous nous sommes assises à la table de la salle à manger. J'ai sorti tous les dossiers, tous les documents que j'avais conservés sans les comprendre entièrement. Hélène a une meilleure vue que moi et elle sait lire les petits caractères. « Margaret », a-t-elle dit après 1 heure d'examen, la voix tremblante. « Ces papiers que tu as signés le mois dernier donnent à David le pouvoir de vendre des biens immobiliers en ton nom. Mon monde s'est effondré.
J'avais signé mon arrêt de mort sans le savoir. Et celui-là lui donne un accès complet à tous vos comptes bancaires. Margaret, avec ses papiers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. J'ai pleuré comme une enfant. J'ai pleuré pour ma naïveté, pour ma confiance aveugle, pour avoir élevé un fils capable de me trahir ainsi. Mais les larmes se sont rapidement taries. À leur place est apparu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La rage. Une rage pure et claire qui m'a remplie d'une énergie que je croyais avoir perdue. Nous sommes allés ensemble à la banque. Là, ils m'ont expliqué tout ce que David avait tenté de faire au cours des 2 derniers mois. Demande de prêt avec la ferme en garantie. Tentative de modification des signatures autorisées. Demande de copie de tous mes relevés bancaires. Madame Margaret, la directrice, une jeune femme à la voix inquiète, m'a dit « Heureusement, vous nous aviez donné des instructions précises il y a des années, nous demandant de ne rien autoriser sans votre présence physique. Votre fils semblait très contrarié lorsque nous lui avons dit que nous devions d'abord vous parler. Il a même amené un avocat la semaine dernière, insistant sur le fait qu'il avait un droit légal. Très contrarié. Bien sûr qu'il était contrarié, ses plans pour me voler échouaient à cause d'un détail qu'il avait oublié. Il y a des années, lorsque mon mari est décédé, j'avais été prudente. J'avais mis ces restrictions en place au cas où je perdrais un jour la mémoire. Que puis-je faire pour me protéger complètement ? J'ai demandé. Annulez toutes les procurations que vous avez accordées. Changez tous vos mots de passe. Établissez de nouvelles restrictions. Et si vous voulez mon avis, Mme Margaret, faites-le aujourd'hui. Nous sommes ensuite allés voir l'avocat, M. Davis, un homme âgé, du genre qui inspire confiance dès le premier regard. Son bureau est rempli de livres et sent le vieux bois et la sagesse. Madame Margaret, ce que vous me dites est très grave, mais il existe une solution. Les documents que vous avez signés peuvent être révoqués. Vous étiez en état de détresse émotionnelle. Vous n'aviez pas de représentation juridique indépendante. Il m'a expliqué mes droits, il m'a montré comment protéger mes biens, comment m'assurer que personne ne puisse prendre ce qui m'appartenait de droit. J'ai signé de nouveaux documents. J'ai modifié toutes les autorisations. J'ai mis en place des verrous juridiques que ni David, ni sa femme, ni sa belle-mère ne peuvent briser. Et s'ils essaient de me forcer à signer quelque chose, je leur ai dit « Ces documents vous protègent, Mme Margaret. Personne ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit avec vos biens. Et si quelqu'un essaye, cela s'appelle de la coercition, et c'est un crime. De plus, j'ai prévenu la banque et le notaire. Tout document qu'ils tenteront de soumettre avec votre signature sera vérifié directement auprès de vous. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là avec un sentiment différent, comme si je m'étais réveillée d'un long rêve confus. La ferme était la même, avec les mêmes montagnes verdoyantes en arrière-plan, le même ciel infini, les mêmes arbres que j'avais plantés de mes propres mains il y a des décennies. Mais je n'étais plus la même femme qui était partie ce matin-là. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, j'avais l'impression de contrôler ma propre vie. Ce soir-là, lorsque David m'a appelé pour me parler du voyage, je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Je les ai laissés partir. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Que la vieille Margaret resterait sagement à la maison, s'occupant du jardin comme n'importe quel autre employé. Mais pendant qu'ils faisaient leurs valises, je faisais les miennes aussi. Pas pour partir, mais pour rester, pour m'enraciner plus profondément que jamais. Et lorsque le téléphone de la banque a sonné le lendemain, j'étais prête. La tempête ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais le parapluie. L'appel de David m'a réveillée le 2e jour. Sa voix semblait différente, plus aiguë, avec ce ton qu'il utilisait quand il était enfant et qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. « Maman, il y a un problème. Les cartes ne fonctionnent pas. » Aucune. Je me suis assise lentement dans mon lit, sentant les rayons du soleil matinal pénétrer par la fenêtre qui donnait sur la cour. Les poules caquetaient déjà, réclamant leur nourriture. La vie suivait son cours normalement,
tandis que la leur s'effondrait à 200 mètres de là. Quel genre de problème, David? Nous ne pouvons rien payer, ni l'hôtel, ni la nourriture, ni l'essence. C'est comme si tous les comptes étaient gelés. J'entendais Amber crier en arrière-plan. Sa voix était déformée au téléphone, mais j'ai réussi à distinguer quelques mots. Inutile. Ta mère règle ça. Maman, j'ai besoin que tu ailles à la banque tout de suite. Ça doit être une erreur du système, comme si j'étais naïf. Ce n'est pas une erreur, David. Silence. Un long silence rempli du bruit des vagues que j'entendais en arrière-plan. Ils étaient à la plage sous des parasols coûteux pendant que j'étais censée transpirer dans le jardin. Comment ça, ce n'est pas une erreur? J'ai annulé toutes les cartes, j'ai gelé tous les comptes joints, j'ai révoqué toutes les autorisations que tu avais. Un autre silence. Celui-ci plus lourd que le précédent. Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de cet argent. Nous, comme si nous étions partenaires. Comme s'ils avaient travaillé un seul jour dans cette ferme pour gagner cet argent. Et à qui appartient cet argent, David? C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas nous laisser ici sans ressources. La famille. Ce mot qu'ils utilisaient pour me manipuler depuis des mois. La famille quand ils avaient besoin d'argent. La famille quand ils voulaient que je signe des papiers. Mais pas la famille quand ils prévoyaient de vendre ma maison et de m'enfermer dans une maison de retraite. David, rentre à la maison. Vous tous, tout de suite. On ne peut pas venir. On n'a pas d'argent pour l'essence. Alors marchez, empruntez, faites ce qu'il faut, mais rentrez à la maison. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais étrangement calme, comme lorsque le choc s'estompe après un accident et que vous réalisez que vous êtes toujours en vie. Ce matin-là, j'ai travaillé dans le jardin comme jamais auparavant. J'ai planté de nouvelles graines de coriandre et de persil. J'ai arrosé les tomates qui commençaient à mûrir. J'ai arraché les mauvaises herbes qui poussaient entre les salades. Chaque mouvement était une affirmation. Cette terre est à moi. Ces plantes sont à moi. Cette vie est à moi. Hélène est arrivée vers midi, comme d'habitude, mais cette fois-ci, elle n'avait pas apporté sa tasse à fleurs. Elle avait apporté un sac rempli de pâtisseries fraîchement préparées et une bouteille de bourbon. Pour fêter ça, m'a-t-elle dit avec un sourire qui a illuminé tout son visage. « Fêter quoi ? Le fait que tu aies enfin retrouvé ton courage, Margaret. » Nous nous sommes assises sous le porche pour manger des pâtisseries et boire de petites gorgées de bourbon qui me brûlaient la gorge de la meilleure façon qui soit. Le soleil de midi nous éclairait comme une bénédiction. Penses-tu que j'ai pris la bonne décision, Hélène? Chérie, la seule erreur que tu as commise, c'est d'avoir mis autant de temps à le faire. Elle m'a alors raconté que pendant des mois, elle avait vu comment je m'éteignais peu à peu, comment j'avais cessé de sourire lorsque je parlais de David, comment mes épaules s'étaient affaissées sous le poids d'être toujours disponible pour tout le monde. Ton défunt mari, que Dieu ait son âme, m'avait dit un jour « Hélène, s'il m'arrive quelque chose, veille à ce que personne ne profite de Margaret. Elle est trop bonne pour son propre bien. » Ces mots m'avaient touché au plus profond de mon âme. Mon mari avait vu quelque chose que j'avais refusé de voir pendant des années. Le téléphone sonna à nouveau à 15h. Cette fois, c'était Amber. « Belle maman, il faut qu'on parle. » Sa voix avait perdu toute sa douceur, feinte habituelle. Elle semblait désormais aiguë, désespérée. « Parle. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu fait ça avec les comptes? Qu'en penses-tu, Amber? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te le demande. Nous sommes coincés ici. Je me suis levée du porche et je me suis dirigée vers la cuisine. J'avais besoin de bouger pour cette conversation. Tu sais quoi, Amber? Je pense que tu le sais. Je pense que tu sais exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Tu ne sais rien d'une conversation au cabinet d'avocat de M. Henderson. Tu ne sais rien des papiers pour vendre la ferme. Tu ne sais rien des plans pour m'envoyer dans une maison de retraite. Silence total. Je n'entendais même plus les vagues en arrière-plan. Belle-mère. Je ne m'appelle pas belle-mère. Les belles-mères font partie de la famille.
et vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez décidé de me voler. Ce n'était pas du vol, c'était pour votre bien. Une femme de votre âge ne peut pas gérer seule une propriété aussi grande. Voilà. La vérité enfin. Une femme de mon âge. Comme si 73 ans était une maladie. Comme si l'expérience était un handicap. Et qui en a décidé ainsi? Vous, votre mère, mon propre fils. Nous étions tous inquiets, pour vous. Mensonge. Vous étiez inquiets pour l'argent, pour la propriété, pour ce que vous pourriez obtenir si je disparaissais. Je l'ai entendu passer le téléphone à quelqu'un d'autre. C'était Catherine. Margaret, soyons raisonnables. Vous ne pouvez pas rester seule dans cette ferme pour toujours. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soins. La voix de Catherine était condescendante, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant stupide. Tu sais ce dont j'ai besoin, Catherine? J'ai besoin que toi et ta fille restiez loin de ma famille. J'ai besoin que tu arrêtes de manipuler mon fils. Et j'ai besoin que tu comprennes que cette ferme sera mienne jusqu'à ma mort. Tu fais une terrible erreur. Sans nous, tu ne peux pas gérer l'entreprise. Tu ne comprends rien aux banques, aux impôts, ou à quoi que ce soit d'autre. Et voilà, encore une fois. Toujours la même rengaine. La pauvre vieille femme qui ne comprend rien. La même femme qui avait géré cette ferme pendant 40, qui avait élevé du bétail, qui avait négocié avec les acheteurs, qui avait payé les impôts et géré les employés bien avant qu'Amber ne sache même écrire son nom. Tu sais quoi, Catherine? Tu as raison sur un point. J'ai commis une terrible erreur. Mais ce n'était pas aujourd'hui. C'était il y a 6 mois, quand je t'ai fait confiance. J'ai raccroché pour la 2e fois de la journée. Cette fois, j'ai tremblé un peu, non pas de peur, mais à cause d'une étrange énergie qui parcourait mon corps, comme si j'avais dormi pendant des années et que je me réveillais enfin complètement. Hélène était toujours sous le porche, se balançant doucement et regardant les montagnes. « Tout va bien ?» m'a-t-elle demandé sans se retourner pour me regarder. « Tout va très bien. Ce soir-là, j'ai dîné seule pour la première fois depuis des mois sans me sentir seule. Je me suis préparé des œufs brouillés avec des tomates et des oignons de mon jardin. Le silence de la maison ne m'a pas pesé. Il m'a enveloppée. Après le dîner, je suis sortie dans le jardin et j'ai regardé les étoiles. Cela faisait des années que je ne les avais pas vues aussi clairement. Peut-être parce que cela faisait des années que je n'avais pas pris le temps de lever les yeux. Ils reviendraient demain. Furieux, désespérés, probablement avec un nouveau plan pour me convaincre que j'avais perdu la tête. Mais pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement qui j'étais et ce que je voulais. Ils sont arrivés au crépuscule, le 3e jour. Comme une tempête que l'on voit arriver de loin. La voiture de David a soulevé un nuage de poussière sur la route qui a mis plusieurs minutes à se dissiper. J'arrosais les plantes dans le jardin, mais j'ai laissé le tuyau en place et je me suis assis dans le fauteuil à bascule sous le porche pour les attendre. Ils sont sortis de la voiture comme les acteurs d'une pièce mal répétée. David en premier, avec ce visage d'enfant grondé qu'il prenait quand son père le surprenait en train de faire une bêtise. Amber ensuite, dans sa robe verte froissée et les cheveux ébouriffés par le voyage, et enfin Catherine, qui ajustait ses lunettes de soleil alors que le soleil était déjà en train de se coucher. Au début, aucun d'entre eux ne m'a regardé directement. Ils sont restés là, comme s'ils attendaient que je parle en premier, comme si je leur devais une explication. Le silence s'est prolongé si longtemps que même les grillons se sont tus. « Eh bien, ai-je finalement dit sans me lever du rocking-chair. David a été le premier à marcher vers le porche. Ses pas résonnaient lourdement sur les planches de bois que son père avait posées il y a 15 ans. « Maman, il faut qu'on parle. Parle. » Il s'assit sur la marche. La position qu'il adoptait quand il était enfant pour que je lui pardonne quelque chose, mais il avait maintenant 40 ans, 2 ans, et les astuces de son enfance ne marchaient pas plus sur moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne comprends vraiment pas. David. Amber s'approcha alors avec ses talons à eau, qui n'avaient pas leur place dans une ferme et qui la faisaient marcher comme un canard. Belle maman, je pense qu'il y a eu un malentendu.
Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Je la regardais directement pour la première fois. Ses yeux étaient gonflés. Elle avait probablement pleuré pendant le voyage, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de frustration d'avoir perdu. Un malentendu. C'est ainsi que vous appelez le fait d'avoir prévu de vendre ma maison derrière mon dos? Nous voulions simplement ce qu'il y avait de mieux pour vous. Catherine était restée près de la voiture, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Mais sa voix portait clairement jusqu'au porche. Margaret, une femme de votre âge ne devrait pas être seule dans un endroit aussi isolé. C'est dangereux. Je me suis levée du fauteuil à bascule pour la première fois depuis leur arrivée. Mes jambes étaient nées solides, fermes, comme si elles avaient retrouvé une force que j'avais oubliée. Dangereux? Tu sais ce qui est dangereux, Catherine? Faire confiance à une famille qui prévoit de te voler. Signer des papiers sans les lire, parce que tu penses que ton propre fils ne te ferait jamais de mal. David s'est levé aussi. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. La peur que son plan ait complètement échoué. Maman, les papiers que tu as signés étaient juste pour te protéger, pour que si quelque chose t'arrivait, nous puissions t'aider. Me protéger en me traitant de folle, en disant aux gens de la ville que je perdais la mémoire. Il pâlit. Il ne savait pas que j'avais entendu cette conversation la semaine dernière, quand il pensait que je faisais la sieste. Je n'ai jamais... Si tu l'as fait, tu as dit à Monsieur Henderson que je commençais à montrer des signes de démence, que parfois je ne me souvenais plus de certaines choses, qu'il était nécessaire que tu aies le contrôle légal sur mes décisions. Amber recula d'un pas. Ses talons s'enfoncèrent dans la terre molle du jardin. David, nous devrions peut-être y aller. Elle est bouleversée. Je ne pars pas. C'est ma mère, et je vais régler ça. Régler quoi exactement? Demandai-je. Ma voix fut plus forte que prévu et emplit l'espace entre nous. Régler ce malentendu. Te faire comprendre que tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Fin de citation. Je descendis du porche et marchai jusqu'à me trouver face à lui. David est grand. Il l'a toujours été. Mais à ce moment-là, je me sentais plus grande que lui. Tu veux que je comprenne? Très bien. Alors explique-moi pourquoi tu avais trouvé un acheteur pour la ferme. Explique-moi pourquoi tu avais déjà mis de l'argent de côté pour une maison de retraite. Explique-moi pourquoi Amber cherchait des appartements à louer en ville. Chaque mot que je prononçais était comme un coup de poing. Je les voyais se recroqueviller, chercher des excuses qu'ils n'avaient plus. Maman, nous sommes nombreux. Plus de mensonges. J'en ai assez entendu. Catherine s'est finalement approchée, marchant avec cette fausse élégance qu'elle utilise quand elle veut impressionner. Margaret, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas vivre seule éternellement. Vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vos affaires, quelqu'un comme vous, des gens qui prévoient de me voler et de me jeter comme un vieux chien. Personne n'allait te jeter. La maison que nous avons choisie est très bien. Elle a des jardins et des activités. C'était l'aveu complet. Elle n'essayait même plus de le nier. Une maison avec des jardins et des activités. Et quand m'avez-vous demandé si je voulais des jardins et des activités? David passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Parce que nous savions que tu dirais non. Tu es trop têtu pour accepter de l'aide. De l'aide? Vendre ma maison, c'est de l'aide? Voler mes économies, c'est de l'aide? Nous n'allions rien voler. L'argent allait servir à prendre soin de toi. Mensonge. L'argent allait servir à te permettre de vivre confortablement pendant que je pourrissais dans une maison de retraite. Amber se remit à pleurer. Ces larmes manipulatrices qu'elle utilisait chaque fois que les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Belle-mère, je t'en prie. Nous sommes une famille. Nous pouvons réparer cette famille. Tu appelles ça une famille? Je me suis dirigée vers le jardin et j'ai coupé une rose blanche du buisson que j'avais planté à la naissance de ma petite fille. Je l'ai tenue dans mes mains, sentant les épines douces contre mes doigts. Sais-tu ce qu'est une vraie famille? La famille, c'est Helen qui m'a mise en garde contre tes plans.
La famille, c'est M. Davis, qui m'a aidé à protéger mes droits sans rien demander en retour. La famille, c'était Tate, c'est cette terre qui m'a nourri pendant 40 ans. « Mais où est ton sang ?» a crié David, désespéré. Le sang ne signifie rien, si le cœur était pourri. Catherine s'est alors avancée avec ce sourire faux qu'elle réservait aux occasions spéciales. « Margaret, soyons réalistes. Tu as plus besoin de nous que tu ne le penses. Qui va s'occuper de toi quand tu seras malade? Qui va gérer l'exploitation agricole? Je prendrai soin de moi comme je le fais depuis 73 ans. Et en ce qui concerne l'exploitation agricole, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis retournée sous le porche et j'ai sorti de mon sac à main les papiers que j'avais signés ce matin-là avec M. Davis. Hier, j'ai signé un nouveau testament. Tout ce que je possède ira à une fondation qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Tu n'auras ni un centime, ni un centimètre carré de terre. Le silence qui suivit était différent des autres. C'était un silence de défaite, de projets détruits, de rêves d'argent facile s'évaporant comme la rosée du matin. David s'assit à nouveau sur la marche, mais cette fois-ci, ce n'était plus comme un enfant cherchant le pardon. Il était assis comme un homme qui avait enfin compris les conséquences de ses actes. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton seul fils. » Être mon seul fils te donnait des droits, David, mais cela te donnait aussi des obligations, et tu as choisi de me trahir au lieu de prendre soin de moi. Amber avait cessé de pleurer. Elle me regardait maintenant, avec une rage pure qui révélait enfin son vrai visage. « Tu es folle. Complètement folle. David, fais quelque chose. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas, mais tu ne peux pas la laisser nous prendre tout ce que nous avons. Personne ne vous prend quoi que ce soit, dis-je calmement. Vous perdez simplement quelque chose qui ne vous a jamais appartenu. » Le soleil s'était complètement couché. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel violet. Il était temps pour eux de partir. « Partez, leur ai-je dit. Cette maison n'est plus votre foyer. » David m'a regardé comme s'il n'avait pas compris mes paroles, comme s'il était impossible que sa mère, la femme qui avait soigné ses genoux écorchés et préparé ses plats préférés pendant 40 ans, lui dise de partir. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. » Amber s'est alors s'approchée avec le désespoir d'un animal acculé qui la rendait laide malgré tout son maquillage. « Belle-mère, réfléchis bien. Sans nous, tu n'as personne. Que feras-tu quand tu seras malade? Quand tu auras besoin d'aide? Je ferai ce que j'ai toujours fait. Je résoudrai mes problèmes toute seule. Mais tu as 73 ans. Et tu en as 35. Mais tu agis comme si tu en avais 5. L'âge n'est pas une excuse pour être inutile. Amber. Catherine était déjà montée dans la voiture, estimant probablement que cette bataille était perdue. Mais elle cria par la fenêtre. « Margaret, ce n'est pas fini. Nous avons des droits légaux. Les papiers que tu as signés nous donnent du pouvoir. » Ces papiers? Je sortis de mon sac à main le dossier que j'avais apporté à l'avocat. Tu fais référence à ces papiers qui ont déjà été annulés? Ou à ces autres, où il est prouvé que tu m'as poussé à signer sans représentation légale? Son visage s'est assombri, même à distance. Je pouvais voir à quel point la réalité l'avait frappé comme un coup de marteau. C'est impossible. Ces documents, si elles sont valides. Ils étaient valides jusqu'à ce que M. Davis prouve qu'il y avait eu coercition émotionnelle. Il s'avère que la loi protège les personnes âgées contre les enfants abusifs. Qui l'aurait cru? David s'est levé brusquement, si vite que les planches sont craquées. Nous ne sommes pas abusifs. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Pour mon bien, David, regarde autour de toi. Regarde cette ferme que j'ai construite de mes propres mains. Regarde cette maison où je t'ai élevé. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce qui était bon pour moi? Je me suis dirigée vers le jardin où se trouvaient mes roses. Les mêmes que j'avais plantées quand il était petit et qu'il m'avait demandé pourquoi les fleurs avaient des épines, pour se protéger de ceux qui veulent leur faire du mal. Je lui avais expliqué à l'époque. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour il ferait partie de ces menaces. Regarde, David, tu vois ces roses? Je les ai plantées il y a 20 ans, toi. Je les ai toignées, taillées, protégées des parasites.
Personne d'autre ne sait s'en occuper comme moi. Personne d'autre ne sait de combien d'eau elles ont besoin, quand les fertiliser, comment les protéger du froid. Je me suis tournée vers lui, tenant la rose blanche que j'avais coupée. Cette ferme, c'est pareil. Je sais comment fonctionne chaque mètre carré de cette terre. Je connais chaque arbre, chaque animal, chaque problème qui peut survenir. J'ai géré les sécheresses, les inondations, les parasites, les prix bas, les prix élevés. Je l'ai fait seule pendant des années, surtout après la mort de ton père. Mais maman, non, laisse-moi finir. Au cours de toutes ces années, m'as-tu jamais vu échouer? Une récolte a-t-elle jamais été perdue à cause de moi? Avons-nous jamais été incapables de payer les factures? Cette famille a-t-elle jamais souffert de la faim? Il ne pouvait pas répondre, car la réponse était non. Je n'avais jamais échoué. Je n'avais jamais laissé quoi que ce soit de mauvais arriver à cette famille. Alors pourquoi as-tu décidé que je ne pouvais plus m'occuper de moi-même? Pourquoi? Parce qu'Amber me l'a dit, là-bas, à Highland. Amber te l'a dit. Et depuis quand Amber en sait-elle plus sur ma vie que moi? Amber s'avança, les poings serrés. J'essayais juste d'aider. Ton fils s'inquiétait pour toi. Mensonge. Mon fils s'inquiétait pour l'argent et toi, tu t'inquiétais d'avoir une maison sans avoir à travailler pour la payer. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Alors explique-moi pourquoi, le lendemain de la signature des papiers, tu avais déjà mis de côté 50 000 $ pour acheter un appartement en ville. David est devenu livide. Il ne savait pas que j'avais vu les messages sur son téléphone lorsqu'il l'avait laissé sur la table pendant le déjeuner. Comment le sais-tu? Parce que je ne suis ni aveugle, ni sourde, ni stupide. David. J'ai vu les messages avec l'agent immobilier. J'ai vu les plans de l'appartement que tu voulais acheter avec mon argent. Catherine est sortie de la voiture, mais cette fois, elle ressemblait à une bête blessée. Tout cela est normal. Les enfants héritent toujours de leurs parents. Nous avons simplement accéléré le processus. Accéléré? Tu veux dire que tu attendais ma mort? Non, je veux dire qu'il était logique de planifier l'avenir. L'avenir? Mon avenir? Sans me demander ce que je voulais pour mon avenir, j'ai marché jusqu'à la clôture qui sépare ma propriété de celle d'Hélène. Au loin, je pouvais voir la lumière de sa cuisine. Elle était probablement en train de préparer le dîner, sans se douter que la guerre qui allait définir le reste de ma vie se déroulait ici. Savez-vous quel était mon avenir dans vos plans? 3 repas par jour dans une salle à manger commune. Un lit simple dans une chambre que je partagerais avec un inconnu. Des activités programmées comme si j'étais un enfant de 5 ans. Des visites 1 fois par mois si vous aviez le temps. La maison que nous avons choisie était très bien, protesta Amber. L'avez-vous visitée? Eh bien, nous avons vu les photos en ligne. Les photos en ligne? Vous alliez enfermer la mère de votre mari dans un endroit que vous ne connaissiez même pas en personne. David s'approcha alors avec ce visage d'enfant perdu qui me brisait le cœur malgré tout. Maman, pardonne-moi. Je sais que nous avons fait une erreur, mais nous pouvons la réparer. Nous pouvons recommencer à zéro. Pendant un instant, juste un instant, j'ai été tentée de pardonner, de le serrer dans mes bras comme quand il était petit et qu'il faisait des cauchemars. De lui dire que tout allait bien se passer. Mais je me suis alors souvenue de la conversation que j'avais entendue 3 nuits auparavant, alors qu'il pensait que je dormais. David disait à Amber, « Ça ne sera plus long maintenant. Quand elle sera à la maison, nous pourrons faire ce que nous voulons avec la ferme. » Recommencer comme si rien ne s'était passé. Oui, exactement. Nous pouvons oublier tout cela. David, regarde-moi dans les yeux. Il l'a fait. Dans ses yeux, j'ai vu le garçon qu'il avait été, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Un homme capable de trahir sa propre mère pour de l'argent. Je ne peux pas oublier. Et même si je le pouvais, je ne le voudrais pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait m'a appris quelque chose d'important. Que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est le respect. C'est l'affection. C'est la protection. Tu m'as appris ces 3 choses. Amber s'est mise à marcher vers la voiture, traînant les pieds.
David, allons-y. Elle ne changera pas d'avis. Je ne pars pas. C'est ma mère. Ta mère a déjà pris sa décision et nous ne pouvons pas rester ici comme des mendiants. David m'a regardé. Une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La compréhension qu'il avait perdu quelque chose pour toujours. Pas seulement l'héritage, pas seulement l'argent, il avait perdu sa mère. N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'arranger les choses? Il y avait un moyen, David. Il s'appelait « ne pas me trahir ». Maman, pars, s'il te plaît, avant que je dise quelque chose que je pourrais regretter. Il resta là pendant ce qui me sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que quelques minutes. Finalement, il se dirigea vers la voiture à pas lents, comme si chaque pas lui faisait mal. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Je t'aime, maman. »« Je t'aimais aussi, David. » Au passé. La voiture se remit à soulever de la poussière. Je regardais les feux arrière s'éloigner sur la route jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des points rouges dans l'obscurité. Lorsqu'ils disparurent complètement, je m'assis sur les marches du Porsche. Pour la première fois depuis des jours, tout était silencieux. Et pour la première fois depuis des années, ce silence m'apportait une sensation de paix. Je restai assise sur les marches du Porsche jusqu'à ce que les étoiles remplissent complètement le ciel. L'air nocturne sentait le jasmin et la terre humide, un parfum qui m'avait toujours apaisée. Mais cette nuit-là avait une saveur différente. Elle avait le goût de la liberté. Hélène est apparue sur le chemin qui relie nos propriétés, marchant lentement, une tasse fumante à la main. « Ça te dérange si je m'assois avec toi ?» m'a-t-elle demandé, même si elle connaissait déjà la réponse. « Pas du tout. En fait, j'ai besoin de compagnie. » Elle s'est installée sur la marche à côté de moi et m'a tendu la tasse. Du chocolat chaud à la cannelle, exactement ce dont mon âme avait besoin à ce moment-là. Je les ai vus partir, dit-elle après un moment. Tout va bien? Tout va très bien. Nous sommes restés assises en silence, partageant le chocolat. Hélène a cette sagesse qui lui permet de savoir quand parler et quand simplement être présente. Tu sais ce qui est le plus étrange? Finis-je par dire. Je pensais que je me sentirais triste. Je pensais que je pleurerais, que je le regretterais. Et tu ne te sens pas comme ça. Au contraire, je me sens libre, comme si un poids dont je ne soupçonnais pas l'existence avait été retiré de mes épaules. Hélène acquiesça lentement. Ma grand-mère disait parfois qu'il fallait tailler les branches malades pour que l'arbre puisse pousser sainement. Un bling. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne me suis pas réveillée à 3h du matin en me demandant si j'avais bien sécurisé les comptes bancaires. Je ne me suis pas levée en me demandant quelle excuse Amber allait inventer pour me demander de l'argent. Pour la première fois depuis longtemps, mon esprit était en paix. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, le téléphone a sonné. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était David qui s'excusait, ou qui essayait de me manipuler à nouveau, mais c'était M. Davis. « Madame Margaret, bonjour. Comment vous sentez-vous? »« Comme neuve, Monsieur Davis. »« Et vous? »« Très bien. Je vous appelle pour confirmer certains détails du testament que nous avons signé hier. Êtes-vous sûr de vos décisions? » ?»« Plus que jamais. » »« Parfait. Je voulais également vous informer que votre fils était venu à mon bureau très tôt ce matin. Il voulait savoir s'il y avait un moyen de contester les changements que vous avez apportés. Je n'étais pas surprise. David avait toujours été persévérant quand il voulait quelque chose. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai expliqué que les documents étaient parfaitement légaux et que vous étiez en pleine possession de vos facultés mentales. Je lui ai également suggéré que s'il voulait se réconcilier avec vous, il devrait venir vous parler directement, sans passer par des avocats. Et qu'a-t-il répondu? Il est parti sans un mot. Après avoir raccroché, j'ai décidé qu'il était temps de commencer ma nouvelle vie pour de bon. Je ne pouvais pas rester à me lamenter sur le passé. Je devais construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ait du sens. J'ai parcouru toute la ferme, la regardant d'un œil différent. Ce n'était plus seulement la propriété que j'avais héritée de mon mari.
Ce n'était plus seulement l'endroit où j'avais élevé mon fils. C'était désormais mon avenir, mon projet, mon héritage. La maison avait besoin de réparation. Le toit de la cuisine avait des fuites que nous avions ignorées pendant des mois parce que nous n'avions pas les moyens de le réparer, selon Amber. Mais maintenant que je n'avais plus à subvenir aux besoins de 3 adultes sans emploi, j'avais de l'argent. J'ai appelé M. Peterson, l'entrepreneur de la ville, un homme honnête qui travaillait pour nous depuis des années. « Madame Margaret, quel plaisir de vous entendre. Comment puis-je vous aider ? Monsieur Peterson, j'ai besoin que vous veniez voir la maison. Je veux faire toutes les réparations que nous avons reportées. » « Toutes ? Vous êtes sûr ? Ce sera un gros projet. J'ai le temps et j'ai l'argent. » « Quand pouvez-vous venir ? Je passerai demain matin si cela vous convient. » Ensuite, j'ai appelé le vétérinaire. Depuis des mois, je voulais acheter plus de poulets et peut-être quelques chèvres, mais Catherine se plaignait du bruit et de l'odeur. « Dr Bell, c'est Margaret. Pourriez-vous me conseiller sur l'agrandissement de mon élevage ? » « Bien sûr. Qu'avez-vous en tête ? Je veux créer une petite ferme. Des poulets, des chèvres, peut-être quelques cochons. Quelque chose qui me procurera un revenu régulier, mais qui m'occupera aussi. C'est une excellente idée. Votre famille est-elle d'accord ? Ma famille, ça ne me qu'est-ce que c'est moi, docteur, et je suis tout à fait d'accord. Cet après-midi-là, Hélène et moi nous sommes assises à la table de la salle à manger pour faire des plans. Elle a apporté du papier et un crayon, et j'ai exposé toutes mes idées. Et si nous lancions une petite entreprise de plats cuisinés maison, a suggéré Hélène. Tu cuisines délicieusement bien, et je sais faire des confitures et des conserves. Tu penses que ça marcherait ? Personne en ville ne vend de plats faits maison. Toutes les femmes travaillent à l'extérieur maintenant. Je suis sûre qu'il y a un marché. Nous avons commencé à faire des calculs. Avec mes économies, je n'avais plus besoin de partager avec David et sa famille. Je pouvais investir dans l'équipement de base pour une petite cuisine commerciale et nous pouvions vendre nos produits au marché du samedi, a ajouté Hélène. Ou même faire des livraisons à domicile. Pour la première fois depuis des années, j'étais enthousiaste. J'avais un projet, un but, une raison de me lever chaque matin qui n'était pas seulement la survie. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans la cuisine, j'ai réalisé quelque chose. La maison me semblait plus grande, pas plus vide, plus grande, comme si j'avais récupéré des espaces que je ne savais pas avoir perdus. Le téléphone a sonné à 21h. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Margaret. La voix était celle d'une jeune femme timide. Oui, c'était Margaret. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est la femme de Jeremy, votre voisin, le fils de Madame Thompson. Elle m'a donné votre numéro. Jeremy, le jeune homme qui avait étudié la gestion d'une entreprise et travaillait désormais en ville. Que puis-je faire pour vous, ma chère ? Madame Thompson m'a dit que vous envisagiez de vous lancer dans la restauration. Je travaille dans le marketing et je me demandais si vous auriez besoin d'aide. Quel genre d'aide ? Eh bien, je pourrais vous aider avec les réseaux sociaux, la conception des étiquettes, la promotion. J'adorerais participer à un projet comme celui-là. Et combien factureriez-vous pour cette aide ? Rien au début. Si l'entreprise fonctionne, nous pourrions envisager un petit partenariat. Mais d'abord, je veux vous aider à démarrer. J'ai raccroché le téléphone avec un grand sourire. Je n'avais pas seulement un projet. J'avais une équipe. Le lendemain, M. Peterson est arrivé tôt avec son maître ruban et son carnet. Nous avons inspecté toute la maison, du toit aux fondations. Madame Margaret, cette maison est solide. Elle a juste besoin d'un peu d'amour et d'entretien. Combien de temps faudrait-il pour la remettre à neuf ? Environ 3 mois de travail quotidien, mais elle ressemblera à un palais. Faites-le. Pendant que M. Peterson prenait des mesures, je me suis rendue à l'arrière de la propriété, où j'avais toujours voulu construire un petit atelier. Mon défunt mari rêvait d'y installer son atelier de menuiserie, mais nous n'avons jamais trouvé le temps ni l'argent nécessaire. Maintenant, j'avais les deux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de l'entreprise de construction. « Bonjour.
J'aimerais avoir un devis pour une nouvelle construction. Quel type de construction? Un atelier de menuiserie. Et à côté, une petite cuisine professionnelle. Pour quand en avez-vous besoin? Je ne suis pas pressée, mais je veux que ce soit parfait. Pour la première fois en 73 ans, je construisais quelque chose rien que pour moi, sans avoir à demander la permission, sans avoir à justifier les dépenses, sans avoir à écouter les plaintes concernant le bruit ou le désordre. C'était mon argent, mon terrain, ma décision, et je me sentais merveilleusement bien. 6 mois se sont écoulés avant que je n'aie de nouvelles de David. 6 mois pendant lesquels ma vie a complètement changé, comme si j'étais sortie d'une chrysalide et que je pouvais enfin voler. La maison était magnifique. Monsieur Peterson n'avait pas exagéré en disant qu'elle ressemblerait à un palais. De nouveaux toits, des sols restaurés, des murs peints d'un jaune doux qui donnaient à toute la maison une impression de soleil. La cuisine professionnelle fonctionnait parfaitement et l'atelier de menuiserie était exactement comme mon mari l'aurait rêvé. Hélène et moi avions transformé notre projet de repas fait maison en un petit empire. Nous vendions des tartes le mardi, des pâtisseries le jeudi et des confitures tous les jours. Le week-end, le marché de la ville était rempli de gens qui venaient pas spécialement pour acheter nos produits. Madame Margaret, Monsieur Henderson, le notaire, me disait chaque fois qu'il passait devant ce notre étal. « Vous avez rajeuni de 10 ans. » Et c'était vrai. Je me sentais plus forte, plus lucide, plus vivante que je ne l'avais été depuis longtemps. Je travaillais de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Mais c'était un travail qui me comblait de satisfaction au lieu de m'épuiser. La femme de Jeremy, qui s'appelait Ashley, avait été une bénédiction. Elle avait créé une page sur les réseaux sociaux qui comptait des milliers d'abonnés. Elle l'avait baptisée « La cuisine de grand-mère Margaret ». Et même si j'avais protesté parce que je n'étais la grand-mère de personne, le nom était resté. Nous avions embauché 3 jeunes femmes de la ville pour nous aider. Des jeunes femmes qui avaient besoin de travail et qui apprenaient vite. La maison, qui avait été si calme pendant des années, était désormais remplie de rires et de conversations dès le petit matin. Nous avions également lancé un petit programme pour aider les femmes en situation difficile. Des femmes qui, comme moi, avaient été manipulées ou maltraitées par leur famille. Nous leur avons enseigné des compétences, leur avons donné du travail temporaire et les avons aidées à obtenir des conseils juridiques. C'est comme si cette maison avait attendu tout ce temps que tu la réveilles. Ashley me l'a dit un après-midi. Elle avait raison. La maison dormait, attendant que j'aie le courage de vivre ma propre vie. C'était un mardi après-midi lorsque David est arrivé. J'étais dans l'atelier en train de poncer des planches pour fabriquer une nouvelle étagère lorsque j'ai entendu la voiture sur la route. Mais cette fois-ci, il n'est pas arrivé avec colère ou désespoir. Il est venu seul, marchant lentement comme quelqu'un qui vient s'excuser. Je l'ai vu depuis la fenêtre de l'atelier. Il avait perdu du poids. Ses vêtements semblaient moins soignés et il avait une barbe de plusieurs jours qui le faisait paraître plus âgé. Il se tenait dans la cour, regardant tous les changements comme s'il ne pouvait pas croire que c'était la même maison. Je suis sortie de l'atelier en m'essuyant les mains sur mon tablier. Je ne me suis pas précipitée vers lui, mais je ne me suis pas cachée non plus. « Bonjour, maman. »« Bonjour, David. » Nous sommes restés là, séparés par quelques mètres qui semblaient être des kilomètres. La maison a changé. Elle est à nouveau vivante. Il a hoché lentement la tête, comme s'il comprenait le message derrière mes mots. « Je peux m'asseoir ? » ?»« C'est toi qui décides. » Il s'est assis sur la marche du porche, au même endroit où il s'était assis la dernière fois. Mais maintenant, il semblait petit, vaincu. « Maman, je suis venue m'excuser. » Je n'ai pas répondu. J'avais appris le pouvoir du silence. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais qu'il n'y a aucune excuse, mais je voulais que tu le saches. Que j'ai tout compris. Toutes ? Quoi ? Que tu avais raison. Qu'Amber m'a manipulée. Que j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie à cause de ma cupidité. Et Amber, elle est partie il y a 3 mois. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait et est partie avec un homme qu'elle a rencontré en ville. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Je n'ai pas ressenti de pitié non plus.
C'était simplement une information. Et Catherine est dans une maison de retraite. Son propre fils l'y a placée quand elle n'avait plus d'argent. L'ironie était parfaite, mais je n'ai rien dit. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais qu'il est probablement trop tard. Mais je voulais que tu saches que j'ai appris qu'en te perdant, j'ai compris ce qui compte vraiment dans la vie. Je me suis assis dans le fauteuil à bascule, mais j'ai gardé mes distances. Que veux-tu, David ? Rien. Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit. Je suis juste ici pour te dire que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé, même si mes actions disaient le contraire. Et qu'as-tu fait ces derniers mois ? J'ai travaillé. Je travaille dans le bâtiment maintenant. C'est dur, mais c'est honnête. Je dors dans une chambre louée, je mange dans des restaurants bon marché. J'essaie de comprendre comment j'ai pu être aussi stupide. Pour la première fois depuis le début de la conversation, ses yeux se sont remplis de vraies larmes. Pas des larmes de manipulation, mais de véritables remords. Je vois la vie que tu t'es construite sans nous, et je réalise que c'est nous qui te retenions. Tu n'avais pas besoin de nous pour prendre soin de toi. C'est nous qui avions besoin de toi. À ce moment-là, Hélène est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Margaret, tout va bien ? » ?»« Tout va bien. Hélène, je voudrais te présenter David, mon fils. » Hélène l'a regardé avec ce regard que les femmes plus âgées ont lorsqu'elles évaluent un homme. Un regard qui voit directement dans l'âme. « Enchanté, David. » « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » David rougit. Il savait exactement le genre de choses que Hélène avait entendues. « Tout le plaisir est pour moi, madame. »« Vous restez dîner ?» David me regarda, attendant ma réponse. « Tu peux rester si tu veux, mais pas en tant que membre de la famille. En tant qu'invité ? » « Je comprends. » Hélène partit, mais pas avant de m'avoir fait un clin d'œil. Elle savait qu'elle me laissait le temps de décider quoi faire. « Maman, tu crois qu'un jour, on pourrait essayer de redevenir une famille ? » « Je ne sais pas, David. Une famille, ce n'est pas quelque chose que l'on peut casser et recoller comme un vase. Une fois la confiance brisée, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Je sais, mais peut-être qu'elles pourraient être différentes. Meilleure, comment ? Plus honnête, plus respectueuse, plus réelle. Je l'ai regardée longuement. Dans ses yeux, je ne voyais plus l'homme manipulateur qui avait essayé de me voler. Je voyais le garçon qu'il avait été, mais je voyais aussi quelque chose de nouveau. Une véritable humilité. Sais-tu ce que tu dois faire si tu veux essayer de reconstruire quelque chose avec moi ? Quoi ? Tu dois le mériter, non pas avec des mots, mais avec des actes. Tu dois me prouver, pendant des mois, voire des années, que tu as vraiment changé. Comment ? En travaillant honnêtement, en vivant honnêtement, en respectant mes décisions, même si elles ne te plaisent pas. En me traitant comme un être humain à part entière, et non comme une vieille femme qui a besoin d'être prise en charge. Et si je fais tout cela, si tu fais tout cela, peut-être qu'un jour nous pourrons être amis. Mais nous ne redeviendrons jamais la mère et le fils que nous étions auparavant. Cette relation est bête morte le jour où tu as décidé de me trahir. Il est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a hoché la tête. Je comprends et j'accepte ces conditions. Bien. Alors tu peux commencer par rester pour le dîner, mais ensuite tu partiras. Et si tu veux revenir, tu me le feras savoir à l'avance. Merci maman. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. Ne m'appelle pas encore maman. Appelle-moi Margaret. Tu dois mériter le droit de m'appeler à nouveau maman. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois en silence. David mangea lentement, comme si c'était le premier repas fait maison qu'il prenait depuis des mois. C'était probablement le cas. Quand il eut fini, il m'aida à faire la vaisselle sans que je le lui demande. Hélène était rentrée chez elle, nous laissant seuls. « Le repas était délicieux, » me dit-il. « Merci. »« Je peux te poser une question ? » ?»« Vas-y. »« Es-tu heureuse ?» La question me prit par surprise. Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. « Oui », ai-je répondu après y avoir réfléchi.
Pour la première fois depuis longtemps, je suis heureuse. Il est parti ce soir-là sans promettre de revenir, sans rien demander de plus. Il est simplement parti, et pour la première fois depuis des mois, cet au revoir ne ressemblait pas à une guerre. David est revenu 3 semaines plus tard. Cette fois, il a appelé avant de venir, comme je le lui avais demandé. « Margaret, je peux venir te voir dimanche ? Je voudrais t'aider si tu as besoin. »« M'aider à quoi ? À tout ce que tu veux. Je sais que tu as ton commerce alimentaire. Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour porter des charges lourdes ou réparer quelque chose. » Cette proposition m'a surprise. Pendant des années, David avait évité tout travail physique à la ferme. Il avait toujours une excuse. Il avait mal au dos, il avait des choses importantes à faire. Ce genre de travail était réservé aux employés. « Viens dimanche à 8h du matin. Il y a quelques réparations à faire. » Il est arrivé à l'heure, vêtu de vêtements de travail et de vieilles bottes. Il avait l'air différent, plus mince, mais aussi plus fort, comme si le travail physique l'avait endurci de manière positive. « Que veux-tu que je fasse ? L'enclos des chèvres a besoin d'être réparé. Certaines planches sont lâches. Il a travaillé pendant 4 heures sans se plaindre. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je préparais la pâte pour les pâtisseries. Il bougeait différemment, avec plus de soin, plus de respect pour les outils et les matériaux. Ce n'était plus le même homme qui considérait autrefois ce type de travail comme indigne de lui. À midi, je lui ai apporté un verre d'eau fraîche et une assiette de nourriture. « Merci », a-t-il dit, et il s'est assis par terre pour manger, adossé à un arbre. « Pourquoi fais-tu cela, David ? » « Je répare l'enclos. » Numéro tout cela, venir, travailler, agir comme si tu étais une personne différente. Il mâcha lentement avant de répondre. « Parce que quand je t'ai perdu, j'ai réalisé que j'avais perdu la seule personne qui me connaissait vraiment. La seule qui m'aimait inconditionnellement. Je t'aimais inconditionnellement jusqu'à ce que tu mettes tes conditions. Je sais. Et j'ai aussi réalisé autre chose. Quoi ? Que je ne t'avais jamais vraiment connue. Je pensais que tu n'étais que ma mère, la femme qui s'occupait de moi. Mais tu es bien plus que ça. » Il regarda autour de lui, voyant l'entreprise florissante, les améliorations apportées à la maison, la nouvelle énergie, et tout le reste. Tu es une femme d'affaires. Tu es une leader. Tu es une femme qui peut construire une vie incroyable à partir de rien. Et j'étais tellement aveugle que je ne l'ai pas vue. Ces paroles m'ont touchée, mais je ne me suis pas laissée emporter par l'émotion. Et que veux-tu faire de cette information ? Je veux apprendre à te connaître pour qui tu es vraiment, et non pas pour l'image que j'avais de toi. Cela va prendre du temps. J'ai le temps. Il a terminé son travail et est parti sans rien demander de plus, sans demander quand il pourrait revenir, sans suggérer que nous mangions ensemble, sans essayer de forcer une intimité qui n'existait plus. Au cours des mois suivants, David était venu toutes les 2 semaines. Il appelait toujours avant. Il venait toujours pour travailler. Il a réparé le toit du poulailler, peint la clôture, aidé à construire un nouvel espace de stockage pour l'entreprise. Hélène l'observait avec la prudence d'une femme plus âgée qui a vu beaucoup de promesses non tenues. « Que penses-tu de lui ?» lui ai-je demandé un après-midi où il essayait d'être différent. Mais seul le temps dira si c'est réel ou juste un rôle. Comment faire la différence ? Les hommes qui changent vraiment ne font pas étalage de leur changement. Ils changent, tout simplement. Elle avait raison. David ne parlait pas beaucoup lors de ses visites. Il n'essayait pas de m'impressionner avec des gestes grandioses ou des promesses spectaculaires. Il travaillait, mangeait ce que je lui offrais et repartait. Un jour, il est arrivé avec des bleus aux mains. « Que t'est-il arrivé ? » Une bagarre au travail. Un collègue harcelait une nouvelle recrue, lui disant des choses désagréables. Je lui ai dit d'arrêter. Et il m'a répondu de m'occuper de mes affaires. Je lui ai répondu que respecter les femmes était mon affaire. Il n'avait pas dit ces mots pour m'impressionner. Il les avait dit parce que c'était la vérité. Et pour la première fois, depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté pour mon fils. Mais le véritable changement, je l'ai constaté 6 mois plus tard, lorsqu'il est arrivé accompagné d'une femme plus âgée. « Margaret,
Je te présente Madame Davis. C'est ma supérieure sur le chantier. Madame Davis était une femme d'une 60aine d'années et burinée par le soleil et le travail, avec des yeux intelligents et des mains robustes. Madame Margaret, votre fils m'a beaucoup parlé de vous. Je voulais rencontrer la femme qui avait élevé l'un de mes meilleurs ouvriers. David a rougi. David est responsable, ponctuel et ne se plaint jamais du travail difficile, a poursuivi Madame Davis. Mais surtout, il respecte les femmes de l'équipe. Ce n'est pas courant dans ce métier. Après leur départ, j'ai réfléchi aux paroles de Madame Davis. David avait vraiment changé, pas seulement avec moi, mais dans tous les aspects de sa vie. Il m'a appelé ce soir-là. Margaret, dis-moi. Je voulais te remercier pourquoi ? Pour m'avoir donné la chance de te connaître et m'avoir appris ce que signifie le respect. Je ne t'ai rien appris, David. C'est toi qui as décidé d'apprendre. Peut-être, mais tu as dû être très forte pour me couper les vivres quand c'était nécessaire. Une autre mère m'aurait pardonné sans hésiter, et je serais resté le même homme horrible. Et maintenant, je suis différent. Pas parfait, mais différent. Et c'est grâce à toi qui as eu le courage de me dire la vérité. 1 an après cette première visite de réconciliation, David est arrivé avec une proposition. Margaret, j'ai réfléchi à quelque chose. À quoi ? Aimeriez-vous que nous soyons associés ? Associés dans quoi ? Dans l'entreprise, pas en tant que fils qui hérite, mais en tant qu'associé qui contribue au travail et gagne sa part. L'idée m'intriguait. Que contribuerais-tu ? Du travail physique, des livraisons, la construction d'une cuisine plus grande si tu décides de t'agrandir, et quelque chose de plus important, le respect de ton leadership. Et que voudrais-tu en retour ? Un salaire équitable, une part des bénéfices si l'entreprise se développe, et peut-être un jour, si je le mérite, que tu m'appelles à nouveau ton fils. Je l'ai regardé longuement. Dans son visage, je ne voyais plus l'homme manipulateur qui avait essayé de me voler. J'ai vu quelqu'un qui avait payé le prix de ses erreurs et qui avait décidé de construire quelque chose de mieux. Et si les choses tournent mal ? Si nous nous disputons à nouveau, nous nous séparerons en tant que partenaires qui n'ont pas réussi, mais pas en tant qu'ennemis. Et si ça marche, nous construirons quelque chose ensemble. Quelque chose dont nous pourrons tous les deux être fiers. C'était une proposition risquée, mais c'était aussi une proposition honnête. Donne-moi le temps d'y réfléchir. Tout le temps qu'il te faut. Ce soir-là, j'ai parlé avec Helen. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il n'est plus le même homme qui t'a trahi, mais je pense aussi que tu n'es plus la même femme qui s'est laissée trahir. Tu penses que je devrais essayer ? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Mais en gardant les yeux grands ouverts. 2 semaines plus tard, je lui ai donné ma réponse. J'accepte le partenariat, mais à des conditions très claires. Tout ce que tu veux, un contrat écrit, une révision tous les 6 mois. Et au premier signe de manque de respect, tout est fini. J'accepte. Bien. Alors on commence lundi. Et David ? Oui. Tu peux m'appeler ma maman, à nouveau. Tu l'as mérité. Pour la première fois en près de 2 ans, je l'ai vue pleurer. Mais c'était des larmes de gratitude, pas de manipulation. Merci maman. Je ne te décevrai plus. Je sais, parce que si tu le fais, cette fois-ci, il n'y aura pas de 3e chance. Je sais, et je te promets que tu n'en auras pas besoin. 3 ans se sont écoulés depuis que David et moi sommes devenus associés. 3 ans, au cours desquels nous avons construit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer lorsque tout s'est effondré. L'entreprise s'est développée au-delà de nos rêves les plus fous. Grandma Margaret's Kitchen compte désormais 2 établissements, l'un en ville et l'autre dans la métropole. Nous employons 15 personnes, toutes des femmes de la région qui avaient peut-être besoin d'un travail décent. Ashley, la jeune femme qui nous aidait pour le marketing, est maintenant notre directrice générale. Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres sur les comptes bancaires. Le plus important, c'est ce que nous avons construit en tant que famille. David a tenu toutes ses promesses. Il travaille de 5 heures du matin jusqu'au soir.
Il s'occupe des livraisons. Il supervise la construction de nouvelles installations. Et jamais, pas une seule fois, il n'a remis en question mes décisions en tant que patronne. Tu sais ce que j'aime le plus dans notre collaboration ? M'a-t-il dit récemment alors que nous chargions des cartons pour une grosse livraison. Quoi ? Le fait que je te vois enfin telle que tu es vraiment. Pas comme la maman qui a pris soin de moi, mais comme la femme intelligente et forte que tu as toujours été. Ces mots ont rempli mon cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Hélène est toujours ma partenaire et ma meilleure amie. Elle vit désormais officiellement avec moi dans la maison. Nous avons transformé la chambre d'amis en sa chambre personnelle. Et le soir, nous nous asseyons sous le porche pour planifier de nouveaux projets tout en buvant des tisanes que nous cultivons dans notre jardin. Pouvez-vous imaginer si on nous avait dit il y a 5 ans que nous serions des femmes d'affaires prospères à 70 ans, dit-elle en riant. Je vous aurais dit que vous étiez folle et que vous aviez tort. Le programme d'aide aux femmes victimes de violences est devenu une véritable fondation. Nous avons un petit refuge à l'arrière de la propriété où les femmes qui fuient des situations de violence peuvent séjourner pendant qu'elles reconstruisent leur vie. Nous leur enseignons des compétences, les aidons en leur fournissant des conseils juridiques et les soutenons jusqu'à ce qu'elles puissent se débrouiller seules. Hier, une femme de 25 ans est arrivée avec 2 jeunes enfants. Son mari avait menacé de lui prendre ses enfants si elle le quittait. La même menace qu'Amber avait utilisée contre moi, mais avec mes propres ressources. Puis-je vraiment rester ici sans rien payer ? M'a-t-elle demandé, les yeux remplis de peur. Non seulement vous pouvez rester, mais vous allez apprendre à faire quelque chose qui vous plaît et qui vous permettra d'être financièrement indépendante. Et lorsque vous serez prête à partir, nous vous aiderons à trouver votre propre logement. Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Vous ne me connaissez pas, mais toutes les femmes méritent de vivre dans la dignité. Et quelqu'un m'a appris qu'il faut parfois être très courageux pour sauver sa propre vie. Ce matin, alors que je préparais la pâte pour les tartes de mardi, le téléphone a sonné. C'était M. Davis. « Madame Margaret, je vous appelle pour vous donner une nouvelle. » « Bonne ou mauvaise ? » ?»« Très bonne. Votre fondation vient de recevoir un don anonyme de 50 000 $. Je me suis assise sur la chaise la plus proche. 50 000 $, soit la somme que David avait tenté de voler il y a des années. Savez-vous qui en est l'auteur ? Je ne peux pas vous le dire, mais j'ai mes soupçons. Cet après-midi-là, lorsque David est rentré du travail, je l'ai confronté. C'est vous qui avez fait don de cet argent à la fondation. Il a rougi, comme lorsqu'il était enfant, et que je le surprenais en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Comment l'as-tu su ? Parce que c'est exactement 50 000 $. La même somme que tu as essayé de voler. Ce n'est pas tout l'argent que je te dois, mais c'est un début. David, cet argent était aussi pour toi. Tu es mon partenaire. Non, maman, cet argent était de ma façon de boucler la boucle, de transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Je me suis levée et je l'ai serré dans mes bras. Une étreinte profonde, pleine de l'amour que j'avais accumulé pendant des années de souffrance. Je suis fière de toi, et je suis fière d'être ton fils. Cet après-midi, alors que le soleil se couche sur les montagnes qui ont vu toute ma vie, je m'assois dans le fauteuil à bascule sous le porche et je repense à ces dernières années. La maison est à nouveau pleine de vie. J'entends les rires provenant de la cuisine, où les filles terminent le ménage après une journée de travail. J'entends les voix provenant du refuge où les femmes que nous aidons lisent des histoires à leurs enfants. J'entends le bruit des chèvres et des poulets dans l'enclos que David a réparé de ses propres mains. Hélène sort de la cuisine avec 2 tasses de chocolat chaud, comme elle le fait tous les soirs. « À quoi penses-tu » me demande-t-elle. « Que mon mari avait raison. »« À propos de quoi ?» Il m'a dit un jour que les femmes sont comme des arbres, que nous pouvons survivre aux sécheresses les plus terribles, mais que lorsque la pluie arrive, nous fleurissons plus magnifiquement qu'avant. C'était un homme sage. Oui. Et je pense qu'il aurait aimé voir ce que je suis devenue. David arrive dans son camion, fatigué mais souriant. Il vit désormais dans une petite maison qu'il a achetée en ville, mais il vient dîner avec nous presque tous les soirs. « Comment s'est passée ta journée ?» lui demandai-je. « Parfaite. Nous avons tout livré à temps.
les clients étaient satisfaits, et Madame Davis m'a proposé un contrat plus important pour le mois prochain. Et tu vas l'accepter? Seulement si tu es d'accord. Je ne veux pas que cela affecte notre entreprise. C'est ça la différence. Maintenant, il me demande mon avis. Maintenant, il respecte mes opinions. Maintenant, il comprend que nous sommes partenaires, et non patrons et employés. Sauf que l'entreprise peut se débrouiller toute seule pendant quelques semaines. Merci, maman. Nous dînons tous les trois dans la salle à manger en discutant de nos projets d'agrandissement du refuge et peut-être d'ouverture d'une 3e succursale. Ashley veut que nous explorions la possibilité de vendre nos produits en ligne dans tout le pays. Tu imagines, Margaret? Helen dit « Toutes les femmes d'Amérique mangeraient des tartes. » Nos tartes. Je la corrige. Nous avons construit cela ensemble. Après le dîner, David rentre chez lui et Hélène se retire dans sa chambre. Je reste un moment sur le porche, à regarder les étoiles qui brillent plus que jamais. Je pense à la femme que j'étais il y a 5 ans. Une femme qui était devenue invisible dans sa propre maison. Une femme qui avait perdu sa voix, sa force, sa dignité. Une femme qui était tellement habituée à donner qu'elle avait oublié qu'elle avait aussi le droit de recevoir. Cette femme est morte le jour où j'ai décidé de geler les comptes bancaires. Elle était morte quand j'ai choisi de me défendre au lieu de rester une victime. Elle est morte quand j'ai compris que le véritable amour, ce n'est pas sacrifier sa dignité pour les autres, mais respecter la sienne et apprendre aux autres à la respecter aussi. À sa place, cette femme est née. Une entrepreneuse, une leader, une protectrice d'autres femmes, une mère pour un fils qui comprend enfin ce que signifie le respect. Le téléphone sonne une dernière fois avant que j'aille me coucher. C'est Ashley, la directrice. Madame Margaret, je suis désolée de vous déranger si tard, mais je voulais vous donner une nouvelle. Que s'est-il passé? Un magazine national vient d'appeler. Ils veulent faire un article sur les femmes entrepreneurs de plus de 70 ans. Vous êtes sur leur premier choix. Un article sur moi, sur vous et sur tout ce que vous avez construit. Ils disent que votre histoire est une source d'inspiration pour des milliers de femmes qui se sentent prisonnières de leur propre vie. Après avoir raccroché, je me dirige vers le jardin où se trouvent mes roses. Les mêmes que j'ai plantées il y a 20 ans pour enseigner à David que les épines protègent la beauté. Je coupe une rose blanche, de la même variété que celle que j'avais coupée le soir où il est parti. Mais cette fois, je ne la coupe pas avec douleur. Je la coupe avec gratitude. Gratitude d'avoir eu le courage de dire « ça suffit ». Gratitude d'avoir trouvé la force de construire une nouvelle vie. Gratitude d'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour s'épanouir. Je lève les yeux vers le ciel étoilé et murmure les mots que mon mari m'a dit lors de notre dernière année ensemble. Un héritage n'est pas un monument, Margaret. C'est une carte que tu laisses aux autres pour qu'ils trouvent leur propre chemin. Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Mon héritage n'est pas les entreprises que j'ai créées, ni l'argent que j'ai gagné. Mon héritage, ce sont les femmes que j'ai aidées à trouver leur force. C'est mon fils qui a appris le respect. C'est fait la preuve vivante qu'il n'était jamais trop tard pour sauver sa propre vie. Je rentre dans la maison et éteins les lumières une à une. Demain sera une nouvelle journée remplie de travail, de projets, de femmes qui ont besoin d'aide et d'espoir. Et je serai prête, car je suis enfin celle que j'ai toujours été destinée à être. Margaret, simplement Margaret. Et c'est plus que